rapide tour de table virtuel pour au moins présenter les personnes qui vont prendre la parole sur ce sujet du tourisme de demain. Je vais le faire dans l'ordre d'apparition à l'écran, si je puis dire. Corinne Clérici. Oui. Bonjour, en charge du campus des métiers et des qualifications d'excellence tourisme. C'est à peu près ça. Bonjour à tous. Oui, c'est campus des métiers et des qualifications d'excellence sur le tourisme international et l'hôtellerie pour la région sud. Très long titre, on y reviendra. À côté, Vangelis Panayotis, donc président de MKG Consulting, directeur des opérations de MKG Group. Bonjour. Alors Robert, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Oui, bonjour. Le nom régional de l'étape, si je puis dire. Oui, c'est-à-dire oui, je suis régional puisque j'ai fait mon premier doctorat à Aix-en-Provence. Et j'ai travaillé pendant 10 ans à Sophia Antipolis, enfin, part-time à Sophia Antipolis dans le cadre du Plan Bleu. On a sorti le bouquin sur le Plan Bleu, peut-être que vous connaissez, qui a été le premier ouvrage en France sur tourisme et environnement. Mais ça, c'est il y a très, très longtemps. Je ne vous dirai pas mon âge, mais je suis très âgé. Donc, vous êtes ancien fonctionnaire, haut fonctionnaire à l'OMT. Oui, j'étais un des spécialistes de l'OMT, fonctionnaire, oui, certainement, oui, mais surtout expert. Et là, je reste toujours expert de la Banque mondiale en Afrique. Je pars à peu près 2 fois par an dans des missions sur l'Afrique et maintenant sur l'Amérique latine, parce que comme ils entendent bien mon espagnol, malgré mon accent français, ils m'envoient en Amérique latine. Alors, à côté de vous, toujours virtuellement parlant, François Laburde, donc vous êtes en charge notamment des canaux de distribution de la R&D chez Amadeus. Oui, donc je m'occupe de R&D, c'est-à-dire de construction des produits informatiques. Et je m'occupe en particulier de la business unit des canaux de distribution, c'est-à-dire tout ce qui se passe par les agents de voyage, les agences de voyage en ligne, les sites MetaSearch, etc. Il nous manque Michel Chevillon, qui est vice-président en charge du tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Alors, qui est en train de m'appeler, parce que je suppose qu'il… Alors, Jean-Bernard, si tu peux l'appeler, parce que je pense qu'il ne retrouve pas le lien pour se connecter. Voilà. Et Michel. Donc, alors, peut-être commencer par Vangelis. Avant de rentrer dans ce que va être vraiment le tourisme de demain et comment se jeter dans une espèce de prospective, peut-être un état des lieux là, sur ce qui s'est passé, on va dire peut-être sur les 4-5 derniers mois. Il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup d'accélération vers le digital. Comment est-ce que ça s'est passé dans le secteur du tourisme ? Alors, je vais essayer d'être court parce qu'il y a quand même finalement beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que nous, on avait été sollicités, on avait fait une contribution patriotique à Bercy sur l'impact de la saison estivale pour le secteur hôtelier. Est-ce que les hôtels allaient réouvrir? Quelle allait être l'activité? Alors, je ne sais pas si c'est la chance ou l'expertise, mais on est tombé en septembre, on a regardé les résultats, on était à 0,4% près sur le taux d'occupation. Et qu'est-ce qui nous avait animé en termes de constat? D'abord, on s'attendait à… Désolé, j'ai la cafetière qui s'est mise en marche, excusez-moi. Elle fait son petit cycle. C'est l'intelligence artificielle maintenant, tout est hors de notre contrôle. Fini, désolé. Donc, en fait, c'était plutôt assez contrasté. D'abord, on avait une vraie crainte en ce qui concerne les métropoles, parce que les métropoles, elles fonctionnent plutôt avec du tourisme d'affaires et de l'événementiel, et on avait conscience que ça allait être compliqué pour elles. D'un autre côté, on a vu qu'avec les mesures de chômage partiel, il y a eu un maintien du pouvoir d'achat des Français. Et du fait des contraintes en termes de voyage, ils ont répondu présent à l'appel qui avait été fait par les professionnels de rester sur le territoire français et de découvrir ou redécouvrir nos belles expériences territoriales, du local, du terroir. Et tout ça va dans la bonne direction sur cette quête de recherche de sens. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que le milieu rural, la montagne, et le littoral, y compris les métropoles de littoral, Marseille c'était bien, Nice c'était bien, ont plutôt bien fonctionné, je mets entre guillemets, toutes choses égales par ailleurs, ça n'a pas été l'année record, mais ça a beaucoup résisté, tous les professionnels étaient prêts à signer des 2 mains pour avoir les performances que finalement ils ont pu réaliser. En ce qui concerne
les métropoles et le luxe, ça a été un constat différent. D'abord, on l'a vu avec les palaces parisiens, mais également sur la Côte d'Azur, ils dépendent beaucoup des longs courriers, notamment des clientèles asiatiques et aussi moyen-orientales, qui pour le coup, elles ne sont pas venues comme elles le font régulièrement pendant l'été. Donc là, on a une situation qui a été beaucoup plus contrastée, beaucoup plus difficile. On voit que les palaces ont été fermés quasiment tout l'été à Paris. Il n'y avait pas de demande pour eux. Et donc, au final, on a réalisé un taux d'occupation qui était autour de 50-55%, qui est en gros à peu près 20 points en dessous de ce qu'on fait généralement en France. Il y a eu quelques exceptions, des territoires comme la Manche, par exemple. Je pense que du fait de la proximité et de l'accessibilité en voiture, notamment des clientèles du Nord, ont plutôt bien fonctionné. La Bretagne a extrêmement bien fonctionné également. Les gens se sont, en tout cas, elle a beaucoup attiré. La côte atlantique, Biarritz, Bayonne, voilà, quelques exemples de villes qui ont bien fonctionné, Annecy. Voilà. Donc, généralement, contre-intuitivement, c'est pas ce qui fonctionnait le mieux l'été, qui a marché cet été-là. Ensuite, on avait une deuxième crainte. Donc, et si on compare, je vais être rapide, mais si on compare par rapport à nos voisins européens, on a eu la chance en France d'avoir une clientèle de substitution aux voyageurs internationaux ou à nos voisins, qui étaient les Français. C'est moins vrai pour les Italiens, c'est moins vrai, clairement moins vrai pour les Grecs et les Espagnols. Les Allemands, c'est encore une autre histoire. Mais finalement, la France a été bien meilleure que ses voisins européens en termes de performance en valeur absolue. Donc ça, c'est plutôt un bon constat. Par contre, maintenant, on avait une grande crainte, et elle s'est avérée réelle, c'était la rentrée. On sait que de septembre à juin, du lundi au vendredi, ce sont des voyageurs d'affaires, des gens qui viennent dans les salons, dans les foires, dans les séminaires, et aussi pour affaires, pour visiter leur siège, etc. Et on avait très peur que ce T4, ce quatrième trimestre, allait être assez compliqué, et il s'avère que c'est le cas. Dès la mi-septembre, on est revenu à des niveaux de juin, donc du moment du déconfinement. Donc ça a quand même été extrêmement compliqué. Beaucoup de mines un peu déconfites de la part des professionnels et des grands industriels du secteur, parce qu'ils avaient envie de voir doucement remonter mois après mois pour finir l'année dans des eaux un peu plus clémentes. Et il s'avère que ce n'est pas le cas, ça va être compliqué, ça va probablement être compliqué au moins jusqu'au mois de mars de 2021, et puis on parlera un peu de la prospective. Effectivement. On sait effectivement que le tourisme de loisirs prend le relais après le tourisme d'affaires, pardon, prend le relais après le tourisme de loisirs sur cette période de l'année. Qu'est-ce qui a été mis en place au moment du déconfinement ou pour préparer le déconfinement qui va rester finalement dans des nouvelles façons alors soit d'aller chercher des clients, hein, on pourra parler de différents canaux aussi, notamment avec François plus tard, mais qu'est-ce qui il y a des mis en place au moment de la crise et qui perdure aujourd'hui, même si effectivement la clientèle d'affaires n'est pas présente, mais pour les raisons que l'on sait, il y a à la fois l'événementiel qui n'a pas repris. Donc, on avait Régis Courvoisier du Palais des Festivals de Cannes tout à l'heure sur la première table ronde. On sait que du coup, il y a aucune activité ou quasiment aucune activité sur ce secteur-là. Qu'est-ce qui peut rester du coup, c'est beaucoup le digital, c'est beaucoup les sites internet, les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux. Oui, alors il y a en gros deux tendances. D'abord, premièrement, cette crise du Covid, en réalité, elle a accéléré des faisceaux faibles qui étaient déjà présents. Ce n'est pas le monde d'après, c'est le monde qui était prévu, mais de façon beaucoup plus accélérée. Les gens sont en quête de sens, ont envie d'avoir des expériences qui sont fortes en contenu, c'est-à-dire d'être sur du local, du territoire, du terroir, d'aller découvrir des choses. Ce n'est pas uniquement de l'hébergement et du transport et de la mobilité. Donc maintenant que la mobilité a été un peu réouverte, on voit que les gens, du fait des habitudes de télétravail, je vois que Michel s'est connecté. Salut Michel. Bonjour à tous. Et que donc les gens en ont un peu marre de rester chez eux en termes de télétravail et essayent de trouver, notamment ceux qui sont en famille, des possibilités de faire des pauses. Et c'est pour ça qu'on voit, si on prend le cas de la région parisienne, on a des gens qui vont à 2 heures de voiture. Les week-ends, c'est quand même assez plein en termes d'expérience. Les gens ont besoin de s'évader, de se mettre un petit peu au vert. Ça, je pense, c'est une tendance qui va rester assez durable. Maintenant, on a vu, c'est notamment ce que disent certains acteurs, dont le Club Med, ils aimeraient bien mettre en place ce qu'ils ont appelé le workation. Alors, je pense qu'on va avoir plein de nouveaux mots qui vont arriver et certains résisteront et survivront à l'épreuve du temps. Mais il disait, par exemple,
Vous partez 2 semaines dans un Club Med. Pendant 1 semaine, on va organiser un espace où vous allez pouvoir travailler, faire vos visioconférences, etc. Vos enfants seront, eux, en vacances. Et puis la 2e semaine, vous êtes déjà sur place, vous profiterez des vacances à plein. Et puis voilà, comme ça permet de pouvoir s'organiser un peu différemment. Je pense que le rapport au temps, la fragmentation qu'on a au sein d'une même journée, des moments de vie qu'on a, va clairement évoluer. C'est un grand challenge pour les hôteliers. On parlait avant cette crise du bleisure, du fait qu'un voyageur d'affaires de 9h à 18h, il est dans une énergie, dans un contexte business. Il est habillé en costume cravate, peu importe, mais à partir de 18h, 19h, il a envie de prendre une bière, il a envie de se détendre. Il n'y a plus ce rapport semaine-week-end pour séparer les moments de vie. Et donc, il faut qu'au sein d'un même lieu, au sein d'une même expérience, on ait plusieurs expériences qui répondent au moment qu'a choisi le client. Je crois que le vrai changement, et on le verra, je pense aussi sur la distribution, mais c'est qu'avant, on amenait le client dans notre univers. On lui dit, écoute Coco, maintenant tu rentres dans l'univers du voyage et du tourisme, il y a une verticalité, il y a le distributeur, l'opérateur qui va effectivement opérer. Et donc, on avait toute cette chaîne qui était extrêmement verticale. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus horizontal. Le client n'accepte plus de rentrer dans des univers précis. Il veut que ce soit des expériences qui rentrent dans son univers à lui. S'il a envie d'utiliser son téléphone, il faut qu'il puisse utiliser son téléphone en check-in, en check-out. S'il veut aller, on l'a vu avec des initiatives en termes de distribution, on voit qu'il y a de la porosité entre les acteurs qui est en train de se créer parce qu'on ne veut pas casser l'expérience du client. Donc, on ne veut pas que le client ait à changer d'univers. Il faut que dans son univers à lui, avec la façon dont il a envie de consommer, on ne lui impose pas de contraintes et qu'il puisse accéder facilement au service. Et c'est probablement l'une des tendances de fond qu'on va avoir en termes de transformation pour le secteur. Peut-être la vision du terrain de Michel. Oui, bonjour à tous. D'abord, désolé d'être un peu en retard, mais même si en ce moment les affaires sont difficiles, on est quand même toujours sur le terrain et Dieu sait s'il faut y être. Oui, j'ai écouté en partie ce qu'a dit Angélis, qui dit toujours la vérité d'ailleurs, sauf quand il ment. Et même quand je mange, je dis la vérité. Il a complètement raison. Et non seulement il a complètement raison, moi je dirais 3 choses. D'abord, effectivement, quand on faisait du marketing, souviens-toi, Vangelis, à l'école, on parlait de la stratégie pull, hein, où on tirait le client vers le produit, la stratégie push, où on tirait le territoire vers le produit. Eh bien, je pense qu'on est passé exactement dans ce que tu disais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un marketing de l'offre, de marketing, on est passé marketing de la demande, tu l'as bien dit, mais il faut vraiment tirer l'offre, le territoire, l'opportunité qu'on va proposer au client vers le client, et il faut que ça corresponde à ses attentes, à son expérience, parce qu'aujourd'hui, voyager, c'est aussi pour le travail, pour le plaisir, mais aussi, il faut, lorsqu'on en revient dans les 2 cas, retrouver cette expérience, je dirais, unique qu'on a envie de vivre aujourd'hui, d'abord parce que le monde a changé, et puis ensuite parce que aujourd'hui, pouvoir voyager, pouvoir manger normalement après 21h, pouvoir parler à une jolie femme en ne voyant que ses yeux, ça reste quand même compliqué. Et même si ça reste mystérieux, ça pose problème. La deuxième chose, bien sûr que je crois que le tourisme et le client, aujourd'hui, tout est en train de changer. On parlera tout à l'heure probablement, puisque c'était le sujet du webinaire, de toute la partie technologique et qui est en train de tirer vers le haut de nouvelles attentes des clients, mais c'est une nouvelle organisation des entreprises. Et puis, je dirais aussi une nouvelle temporalité, vraiment une nouvelle temporalité. Parce que ça, c'est hyper important. Et puis, c'est ce que ça représente aujourd'hui, le client, bien sûr, c'est ce qu'on voit de moins en moins dans les entreprises parce qu'ils voyagent de moins en moins. Mais c'est aussi la fidélisation du client au travers de la capacité à gérer ce qu'est un client et ce qu'il est en tant que personne unique, the one and only client. Chaque client est différent l'un de l'autre. Et je crois qu'un des gros enjeux, on reviendra tout à l'heure, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, Laurence, vous le savez, mais je crois que le gros enjeu de demain, par rapport aux nouvelles technologies et par rapport au succès d'une entreprise en matière de tourisme, quel que soit le segment, c'est le data et le big data. Et quand on sera capable de gérer vraiment le big data et le data en général et que les outils iront plus dans ce sens que ce qu'ils ont été autrefois, c'est-à-dire qu'on était plutôt dans une logique en savoir bien sûr plus du client, mais aussi gérer un petit peu son parcours, c'est aujourd'hui vraiment avoir la capacité d'avoir ce data qui à un moment donné, va nous permettre de le gérer de A jusqu'à Z, du début jusqu'à la fin. Et parce qu'on a commencé à prendre ça avec la mise en place des plateformes de réservation en ligne qui nous ont court-circuité pendant des années. Vangelis le sait, beaucoup de chaînes hôtelières, RGPD ou pas,
demander au client, mais pourquoi vous avez réservé Booking? Si vous réservez en direct, vous aurez un meilleur prix, vous aurez le minibar offert, vous ne paierez pas le parking. Et en plus, on a réservé le matelas en première ligne sur notre plage privée face à la mer. Donc, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, elle va être, je pense, encore plus importante parce qu'elle sera non pas sur un client qui a choisi la destination et qui peut être déjà fidèle, mais sur un client en conquête. Et la conquête du client, elle va être fondamentale dans le succès d'une entreprise. Et les nouvelles technologies vont, je pense, être un atout complémentaire à tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Voilà, c'était un petit peu en préambule ce que je souhaitais dire en réponse, et non en tout cas en réponse, mais en tout cas en complément de ce que disait Vangelis. Justement, Michel, vous venez d'évoquer les nouvelles technologies. J'ai envie de me tourner vers Amadeus, du coup, puisque Amadeus a aussi été secoué par cette crise, hein, sur un business model qui était connu et qui, du coup, s'est retrouvé également remis en question. Mais sur les canaux, justement, de distribution, c'est quoi qui a déjà changé? Alors que, comme l'a dit Vangelis tout à l'heure, hein, je partage son avis, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, notamment quand on parlera du tourisme durable aussi plus tard, c'était déjà là, ça a eu un effet d'accélérateur. Donc, qu'est-ce qui était déjà dans les tuyaux, qui s'est accéléré, et qu'est-ce qui est peut-être nouveau? Alors, deux choses. Si on démarre par ce qui est nouveau, je pense que un élément commun à la fois au voyage d'affaires et au tourisme, c'est qu'on voit un petit peu moins d'insouciance dans le voyage. Et les voyageurs ont besoin de plus d'informations, besoin d'être rassurés avant d'entreprendre et de confirmer un projet de voyage. Ça va de choses évidentes comme avoir une bonne compréhension de ce qui sera exigé pour passer la frontière. Est-ce qu'il y aura une quarantaine si on part à l'étranger? Est-ce qu'il y a besoin d'arriver à l'avance à l'aéroport pour faire un test? D'avoir des éléments un petit peu qualitatifs de compréhension s'il y a un risque sanitaire élevé ou modéré. Les parcours en aéroport, je pense, sont particulièrement sensibles et je crois que côté train, on voit la même chose. Donc, arriver à rassurer, arriver à apporter les informations et à rassurer pour créer un climat de confiance dans lequel aussi bien des touristes que des voyageurs d'affaires peuvent se réinscrire dans des projets de voyage. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je crois que c'est quelque chose qui transforme l'offre. On verra si, par exemple, ça amène un nouvel attrait aux offres de tour opérateurs qui ont des marques fortes. Mais il faut que les outils et les process s'adaptent pour répondre à ce besoin. Donc ça, je pense que c'est un premier changement important. Et ensuite, dans la ligne de ce qu'a dit Vangelis, sur des changements qui étaient déjà à l'œuvre, mais peut-être un peu souterrains ou à rythme modeste et qui se retrouvent accélérés. Clairement, la digitalisation, l'exploitation des données, pour arriver à offrir plus de services. Quand on regarde nos agents de voyage, il y a quand même une transition où ils passent d'un métier dans lequel il y avait principalement de la vente, de plus en plus vers un métier de conseil, d'assistance et de service. Et ben, la digitalisation, l'exploitation des données, l'apport de services dans un bon contexte, pile à un moment où il peut y avoir un besoin en cours de voyage, voilà des choses qui sont portées par la vague de digitalisation et qui, je pense, ont pris un sacré coup d'accélérateur depuis 6 mois. Robert, l'ancien haut fonctionnaire de l'OMT. Alors, une information que je partage, hein, Robert, parce que c'est ce qu'on s'est dit hier quand on a échangé. Robert a parlé de tourisme durable, on n'était pas en 1990. Non, j'ai parlé de tourisme durable en 1988, un des premiers. Peut-être le premier, parce qu'en 1987, hein, dans le cadre du plan bleu, là, qui est à Sophia Antipolis, on a travaillé avec la commission Brundtland, qui à ce moment-là a remis son dossier, ou qui venait de remettre son dossier, et on a essayé de trouver des tas d'idées sur plein de secteurs pour la Méditerranée. Et là, il y a le mot tourisme durable qui est apparu et qui a été repris vraiment très rapidement par les professionnels du tourisme.
Et les professionnels du tourisme ont trouvé là un mot formidable. Au début, on s'est moqué un peu de moi quand j'utilisais ça, mais après, petit à petit, les gens ont dit « Ah, c'est formidable ça ». Et moi, quand j'ai vu cela, que le tourisme durable était pris par les professionnels de manière à de faire du blanchiment, du greenwashing de leurs produits, je me suis dit, là, il faut réfléchir. Et c'est là que j'ai travaillé sur le concept de tourisme responsable et solidaire. Et j'ai été un des responsables du projet européen TRESS, tourisme responsable et solidaire, qui nous a permis de travailler beaucoup en Afrique et de développer des tas d'idées. Donc, pour moi, il est très important de repenser le tourisme et de repenser les tourismes. Parce que si on parle de vision du tourisme, il n'y a pas une vision du tourisme. Moi, je crois qu'il y a des visions du tourisme et ce n'est pas un tourisme qu'on va avoir dans l'avenir, on risque d'avoir des tourismes. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu chez Vangelis, ça a été cette idée de workation. Il y a aussi un autre mot qui est en train de sortir, qui est anglais, encore un anglicisme, après le smart tourism ou smart cities, c'est le mot staycation. C'est les Anglais qui sortent ça, c'est un mot qui datait de 2-3 ans, hein, qui date de 2015 à peu près, mais qu'on a relancé il y a quelques mois après l'affaire du Covid. Et ça, c'est un des points. Donc, il y a plein de pistes. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce qu'a dit M. Laburte, c'est qu'Amadeus a travaillé sur les comportements des touristes. Et ça, il va falloir l'analyser parce que c'est pas, il y aura une très large gamme de comportements qu'on va pouvoir analyser et qu'on va pouvoir observer. Et je suis en train de faire en ce moment, je vais vous montrer un document, je suis en train de faire en ce moment mon 3e doctorat, hein, je m'ennuie un petit peu, et mon 3e doctorat, je le fais en Espagne, après mon doctorat anglais que j'ai fait au Texas, mais sur les questions de nature, hein, parce que c'est un doctorat sur Natural Resource and Recreation, Natural Resource Development and Recreation. Là, j'ai fait un doctorat alors sur le tourisme, et là, je ne sais pas si vous arrivez à me voir, il est en espagnol, j'ai envoyé un questionnaire, il y a à peu près une dizaine de jours, à peu près 200 experts. Malheureusement, je n'ai reçu hier que 62 réponses. C'est des amis que je connaissais. Et regardez ce qu'ils disent sur ce qu'ils voient pour le futur du tourisme. C'est une enquête Likert, c'est-à-dire une enquête d'opinion. Et ils voient beaucoup, il y a eu un accord complet, total, sur le fait qu'on va voir des transformations dans les politiques et les stratégies. Hein. Et on va demander à l'OMT et à toutes les organisations internationales aussi de repenser leurs perspectives et toutes leurs analyses prospectives. Mais dès qu'il s'agit de choses très précises, par exemple sur le transport, il n'y a pas un accord général. Sur la domotique, alors là, vraiment, il y a même des incompréhensions et des désaccords. Sur le tourisme, oui, sur les questions de pratique de revenu management, auxquelles je crois beaucoup, parce que j'ai mon beau-fils qui vient de lancer une entreprise de revenu management qui marche très bien. Hein, et sur les questions de blockchain, alors là, vraiment, pourtant, je croyais beaucoup à cela parce que les travaux qu'a fait Amadeus sont assez formidables. J'utilise beaucoup ces travaux. Regardez, il y a sans opinion 30 et pas d'accord 18 de ces experts et en total désaccord 4. Hein. La même chose pour les activités virtuelles, le tourisme virtuel. Vous voyez que là, on a vraiment un rejet de cela. Et ça me fait penser, je reviens à ce que j'ai dit. Attendez, je vais… Voilà, je le laisse. Voilà. Ça me fait penser que, en fait, la profession n'a pas pris le sens de ce qui est en train de se passer. Il y a quelques pistes, mais je ne peux pas vous dire ce que je crois qui va se passer. Alors, je suis en train d'écrire mes 3 scénarios pour terminer ma thèse, et ces 3 scénarios, si vous voulez, il y en a un qui me plaît,
et qui va me permettre de revenir aux bases du tourisme, en particulier du tourisme social. Rappelez-vous qu'il y a très longtemps, ce livre a 45 ans, c'est un Que sais-je. La première édition, non, celle-là, elle a été rénovée, elle date d'il y a 20 ans ou 25 ans. Il faut revenir au concept de tourisme de proximité, de tourisme social, d'économie circulaire. Actuellement, on est en train de travailler là-dessus, sur l'économie circulaire. On est en train de faire avec le CEPS, qui est cet organisme bruxellois qui aide la Commission européenne sur ses politiques sociétales. On travaille sur cette économie circulaire parce que ça va être un des points les plus forts du Green Deal que veut lancer la présidente de la Commission européenne. Et on en parlera, si vous voulez, tout à l'heure, mais je crois que là, je voudrais laisser la parole aux autres sur ces thèmes-là. Du coup, ce que vous venez de dire est intéressant. Vangelis, vous partagez l'interrogation de Robert sur le fait qu'il y a des tendances, mais finalement, est-ce que les professionnels l'ont vraiment bien accepté et intégré? Moi, alors, comme on est là pour débattre, permettez-moi d'être un peu clivant pour qu'on puisse peut-être exprimer des points de vue un peu forts. Mais avant que je rentre dans un sujet qui me tient vraiment à cœur, je pense que, et pour rebondir sur ce que disait François, il y a un sujet de réassurance. Vous vous souvenez, après le 11 septembre, il a fallu qu'on réassure sur la sûreté. Et donc, du coup, on a pris l'habitude de passer dans des portiques, de jeter nos parfums, parce qu'on a oublié que ça faisait 100 millilitres ou autre. Je crois que c'est encore plus pénible pour les femmes, ces sujets-là. En tout cas, on a appris à vivre avec. Et l'aérien a battu tous les records depuis 2001. On est arrivé jusqu'à 2019. Voilà. Bon. En tout cas, on sait s'habituer, on sait changer. Maintenant, on va vivre avec la réassurance sanitaire. Et elle va s'organiser, elle va monter en maturité, elle va être là. Et je pense qu'avec la faillite de Thomas Cook, et aussi aujourd'hui avec les sujets des vouchers et des annulations, on va devoir créer la réassurance économique également pour que les gens soient réellement complètement réassurés et recréer la confiance. La confiance est nécessaire pour qu'on puisse avoir que la demande puisse s'exprimer. Je ferme cette petite parenthèse. Je crois que dans le fond, quand on parle de révolution digitale, c'est un espèce de licorne. C'est un mythe en réalité dans notre secteur, et même dans d'autres secteurs, il y a cette espèce de ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'ai théorisé, mais le complexe GAFA. Toutes les entreprises ont eu ce complexe GAFA. Toutes ont voulu être meilleures que Google, Facebook, Twitter, Booking ou autres. Et donc, il y avait ce complexe des plateformes. Ils ont investi des sommes colossales, je ne citerai personne parmi les acteurs du secteur, pour essayer de créer justement cette relation directe, la intermédiatisation des échanges, etc. Et je crois qu'on a oublié quelque chose qui est fondamental, qui est l'offre. On est dans un produit, dans un métier d'offre. Et c'est pour ça que j'avais eu l'occasion de faire un petit édito il y a quelques semaines qui était un peu provocateur, mais si on ne provoque pas un peu, on n'a pas de maïeutique dans les débats, donc ça ne fait pas avancer les idées. Mais est-ce que le tourisme est mort, et est-ce que ce n'est pas l'avènement de ce que les Anglais appellent bien avec l'hospitality, mais que nous, il faudrait qu'on appelle avec l'hospitalité, mais on n'est pas familier avec ce terme-là. En réalité, aujourd'hui, on se rend compte que si on prend le cas d'un hôtel, mais prenons même le tourisme au sens plus large, finalement, on accueille des gens qui viennent d'à côté, qui soient de passage, on doit les accueillir, on doit leur proposer une offre qui est diversifiée. On voit bien aujourd'hui, les hôteliers doivent remplir leur hôtel, mais doivent aussi maximiser leurs sources de revenus, donc ils doivent la diversifier et adresser ça de façon plus large à n'importe qui. L'endroit où les gens ont envie d'aller, je parle plutôt du tourisme urbain, qui est en l'occurrence, mais qui représente des volumes importants, ils veulent aller là où ça se passe. Ils ne veulent pas aller là où c'est un dortoir, où il ne se passe rien, où le petit déjeuner, on a envie de se suicider le matin, et où le reste de la journée, on voit des gens hagards déambuler dans le lobby. Ils ont envie d'aller dans un endroit qui est vibrant, ils ont envie d'aller dans un endroit qui est un lieu de rendez-vous local, de là où les gens se retrouvent à l'intérieur. On cite plein d'exemples, alors tout le monde cite Mama Shelter, mais il y en a d'autres. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être un petit peu oublier des choses du monde d'avant, parce que quand on vit cette crise, et on était déjà entré dans une mutation, la seule certitude qu'on a à date, c'est que ce qu'on a fait sur les 30 dernières années, ça ne va pas être ce qu'on va faire sur les 30 prochaines. Donc, il y a une nécessité absolue de remettre à jour son logiciel. On pensait qu'on avait 15 ans pour le faire. En fait, il nous reste 5 ans. Donc, les mutations vont beaucoup plus vite.
sont beaucoup plus fortes. Et donc, à essayer de courir derrière la digitalisation, qui n'est pas un métier de base des acteurs touristiques, à part quelques-uns, Amadeus le fait très bien, mais il est né comme ça. Donc, c'est son ADN. Ce n'est pas l'ADN des groupes hôteliers, ce n'est pas l'ADN des tours opérateurs, ce n'est pas l'ADN du glacier sur le port de Saint-Tropez, ce n'est pas leur ADN. Donc, nous, il faut qu'on se concentre sur comment on crée de l'expérience, comment on crée de l'empathie, comment on crée de l'offre. On est un métier d'offre. Vous prenez une plage de sable fin. Si vous n'avez pas d'hôtel, vous n'avez pas de touristes. Même si la terre entière a envie d'aller sur cette plage-là, il vous faut des infrastructures, il vous faut de l'offre. Donc, nous, il faut qu'on se concentre sur quoi on sait faire et qu'on le fasse bien, parce qu'on commençait à le faire moyennement, à part chez Michel, où on est toujours extrêmement bien reçu, mais ça, tout le monde le sait. Mais merci, voilà, merci Evangelis. voilà, on perdait un petit peu de cette nature qui faisait qu'on avait du plaisir, qu'on s'enrichissait. Ce dont on se souvient d'un voyage, c'est éventuellement les petits bibelots qu'on ramène, etc. Mais c'est l'expérience que ça nous laisse. C'est une marque intangible, mais indélébile. C'est du souvenir, c'est des moments passés avec votre femme, c'est quand on est jeune, avec nos enfants, des souvenirs qui créent de la mémoire. Et ça, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Et il faut qu'on soit, à mon avis, obsédé par ça, plutôt que d'être obsédé par des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que je crois qu'on n'a plus le luxe de se permettre de le faire. Et je terminerai là-dessus. La très, très bonne nouvelle, c'est qu'enfin, on commence à avoir de la concurrence sur la distribution et la démultiplication des canaux de distribution, la démultiplication des acteurs. On a vu l'arrivée du Bon Coin, et on en aura d'autres qui vont venir également dessus, va faire qu'enfin, on aura un paysage en termes de distribution qui sera plus compétitif et probablement plus intéressant pour les hôteliers ou les acteurs du tourisme en règle générale, et beaucoup d'autres initiatives vont venir. Michel, une réponse à ça? Oui, je pense que là aussi, je rejoins ce que dit Vangelis sur l'ensemble des points qu'il a évoqués, sachant qu'il y a quand même des dangers, Vangelis, même si on développe et on a des offres et des plateformes nouvelles qui arrivent, on espère aussi qu'elles n'auront pas cette vision, je dirais, telle que certaines ont eu, d'avoir le monopole et de prendre, je dirais, de prendre le pas sur, je dirais, la décision managériale des professionnels. Parce que tu sais très bien que certaines plateformes qui ont investi des millions et des millions de dollars pour avoir la primeur, même arriver avant même les sites officiels des hôtels, c'était un engagement financier que beaucoup d'hôteliers, voire même de grands groupes hôteliers n'avaient pas. Et c'est vrai que d'ouvrir la possibilité d'avoir des gens qui auront, je dirais, excusez-moi l'expression, le même entrejambe pour pouvoir aussi rivaliser entre eux et à un moment donné que nous-mêmes ayons le choix entre plusieurs, nous permettra aussi, non pas uniquement d'être le premier sur la liste que le client va pouvoir découvrir sur la page 1 ou la page 2, mais de pouvoir aussi mettre en place des offres, tu as tout à fait raison, qui sont revues et corrigées, qui soient centrées sur le client, qui soit centré ici sur nos écosystèmes, sur nos territoires et sur la qualité et la richesse des talents des professionnels. Je ne parle pas des directeurs d'hôtel, Vangelis, tu sais, mais je pense plutôt de nos équipes. Moi j'aime beaucoup ce mot, les équipes. C'est avant tout un métier d'hommes et de femmes. Moi, la technologie, je suis désolé pour Amadeus, je suis désolé pour M. Labure qui fait des recherches depuis de longues années, mais on est avant tout un homme, c'est un métier d'hommes et de femmes. Le succès d'une entreprise, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent. C'est les hommes et les femmes qui s'expriment. C'est les hommes et les femmes qui reçoivent. C'est les hommes et les femmes qui sourient. C'est l'empathie, comme tu l'as dit. C'est aussi la vision qu'il faut aujourd'hui de plus en plus avoir, pardonnez-moi ce lapsus, pour que le client, quand il arrive sur une destination, et la destination, ça commence à l'aéroport, cher Vangelis. Combien ai-je vu de touristes étrangers se faire refouler par la PAF, parce qu'il manquait un tampon, parce qu'il y avait une page déchirée, parce qu'on ne parlait pas leur langue, et ce genre de choses. Et ça, c'est le premier accueil. Cet accueil, il doit être fondamental. La France est un pays d'accueil, c'est un pays de tradition, c'est dans notre ADN. Mais il faut aussi faire référence, et on en parlera tout à l'heure, j'imagine, avec Corinne Clérici, qui doit être quelque part là sur les écrans, c'est la formation, parce que c'est fondamental. Fondamental sur, bien sûr, le digital, mais fondamental aussi sur les futurs métiers du tourisme. Parce que la technologie, c'est bien, messieurs, mais la technologie, elle doit plus s'adapter à nos besoins que nous, professionnels, nous adapter à la technologie. Hein? Pendant des années, il y a des startups. Oui, non, mais il faut, Michel, mais il faut maîtriser cette technologie et c'est par la formation qu'on la maîtrisera. Or, actuellement, moi, j'ai constaté ça quand j'étais à La Rochelle, parce que j'étais à La Rochelle, j'étais à Glion, j'étais avant qu'arrive
Vangelis, j'étais à Bruxelles chez les Belges, au Canada, même en ce moment à Berkeley, je donne 2 ou 3 leçons. Je me suis rendu compte qu'on ne donne pas ces informations aux jeunes et il faut les former à cela. C'est pour ça que je serais très heureux d'écouter Corinne. Justement, merci. vous me faites une transition rêvée. Donc, Corinne, effectivement, il y a les nouveaux métiers, il n'y a pas que la technologie, il y a aussi le masque. Dans l'actuel aujourd'hui, le tourisme actuel, c'est le masque. Donc, comment est-ce qu'on reçoit le client? Comment est-ce qu'on communique avec le client? Puis, sur un peu plus long terme, c'est comment on forme aux nouveaux métiers qui vont apparaître, qui sont déjà là. Ah, il faut. Un micro coupé, Corinne. Corinne. On ne vous entend pas. Voilà, excusez-moi. Bonjour à tous. Effectivement, oui, le monde de la formation est aujourd'hui en émoi parce que tout doit être repensé. Le Covid a changé énormément de choses. Dans un premier temps, sur la continuité pédagogique, puisque nous sommes, je pense, très en retard sur la capacité des formateurs et des enseignants à dispenser des cours par l'intermédiaire du distanciel. On n'enseigne pas de la même manière, ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est, et là c'est une remontée actuellement, avec le campus, nous avons fait une grande enquête au niveau des professionnels du tourisme et un phénomène qui ressort très souvent, c'est le moyen de communiquer avec un masque. Lorsque l'on porte un masque, on a du mal à voir les stigmates du visage. Donc on ne sait pas si la personne a fait un sourire ou si la personne n'est pas contente. Ça change totalement les modes de communication. D'autant plus quand on parle du tourisme et de l'hôtellerie haut de gamme, où l'accueil du client, le savoir-être du personnel est vraiment important. Donc ça, c'est une problématique sur laquelle nous allons nous pencher avec l'Institut national de la relation clientèle, qui a un laboratoire de recherche et qui travaille sur ces différents modes de communication et comment on peut proposer ces modules de formation à la fois, parce que l'idée étant que lorsqu'un module de formation répond à un besoin des professionnels, il soit intégré au plus vite dans les formations initiales pour que les jeunes qui arrivent sur le marché aient déjà cette nouvelle compétence. C'est là tout l'enjeu du campus d'excellence, c'est être en mesure d'aller chercher les experts capables de nous donner des contenus de formation pour les professionnels et de les intégrer le plus rapidement possible dans les différents niveaux de formation que l'on dispense aussi bien en tourisme qu'en hôtellerie ou qu'en restauration. Le Covid va de toutes les manières changer totalement la manière de consommer des gens et bien sûr de consommer au niveau des activités touristiques. Et donc, nous devons prendre en compte ces nouvelles données et essayer de mettre le plus rapidement possible en place des modules de formation sur la sécurité sanitaire, par exemple, puisque le client qui va venir dans un hôtel, il va avoir besoin d'être rassuré sur comment on a désinfecté sa chambre, comment a été traité les espaces communs. C'est aussi un point sur lequel je pense que Michel y travaille déjà dans son hôtel, mais c'est vraiment un point important. Et aujourd'hui, nous n'avons pas ce cursus spécifique, ce module de formation. C'est chacun s'est débrouillé avec les moyens du bord, vu la rapidité à laquelle les professionnels se sont retrouvés confrontés à cet aspect. Donc, voilà le point que je peux faire aujourd'hui sur ce volet-là. Nous souhaitons, j'ai entendu tout l'impact du numérique et je suis d'accord avec Michel, le numérique doit être au service et non l'inverse. Pour autant, il est absolument incontournable de former les jeunes aux différents outils pour qu'ils puissent amener leurs connaissances, puisqu'on a la chance qu'ils soient en formation. Lorsqu'ils vont aller vous savez, quand j'envoie un jeune en stage, je me dis qu'il va autant apporter que ce qu'il va recevoir. Et c'est ça l'important. C'est que le jeune qui part en stage va aussi apporter toutes ces nouvelles connaissances que le professionnel n'a pas eues au moment où il s'est formé. Donc, je pense que cet échange-là est important. Mais on parle d'Amadeus, nous, dans tous les lycées hôteliers, ça a été un point d'orgue qui dispense à tous les jeunes qui sont sur des formations en tourisme l'utilisation du logiciel d'Amadeus. Ça paraît
incroyable que ce ne soit pas le cas. François, peut-être? Oui, j'aimerais bien rebondir. D'abord, merci beaucoup, Corinne, de ce que vous venez de dire, parce que même si je travaille dans une société de technologie, je pense que ce qui a été dit sur l'importance des relations humaines, ça me paraît absolument central. On a une chance extraordinaire de travailler dans cette industrie, c'est que c'est l'industrie qui laisse les souvenirs les plus marquants et les plus forts. Quand on repense aux souvenirs qu'on a d'il y a plusieurs décennies, ils sont souvent liés à des voyages. Et c'est vrai à la fois dans le tourisme, c'est aussi vrai pour le voyage d'affaires. Souvent, des éléments marquants de rencontres dans des relations professionnelles ou de grandes rencontres commerciales se passent à l'occasion d'un voyage. Donc pour tout ça, les technologies, il n'est pas du tout question d'adapter les gens aux technologies, ça n'a aucun sens. La technologie, c'est pas un but en soi. C'est d'abord un moyen et un outil. Enfin, et puis regardez, aujourd'hui, on est quand même bien content d'avoir accès à ce logiciel de vidéoconférence pour arriver à discuter quand on ne peut pas se réunir dans la même pièce. Donc, ça rend service. Quand ça se positionne entre un fournisseur de services et un voyageur, c'est pas là pour automatiser et mettre de la mécanique là où il y avait du contact humain. C'est là pour arriver à nous dégager de trucs très répétitifs et d'interactions très prédictibles. Tout l'intérêt de la digitalisation, c'est pas de mettre des robots là où on avait des humains, c'est de libérer du temps des humains, des agents, de ceux qui sont face aux clients, pour que l'échange, le discours soit sur des choses qui sont à valeur ajoutée, qui deviennent un petit peu personnelles, qui répondent vraiment à un besoin latent ou à une envie du client. Le temps qu'on passe à saisir les données d'un passeport au comptoir d'enregistrement d'un hôtel, c'est pas un temps génial pour développer la marque ou faire une chouette expérience avec le client. Donc, essayons d'automatiser ça. Digitaliser, pour moi, c'est vraiment arriver à retirer ces temps mécaniques, les faire passer sur les machines et investir le temps de contact sur quelque chose qui rend les gens heureux, qui satisfait leurs besoins. Et on a parlé tout à l'heure d'offres en disant c'est le moment de réinventer les offres. Et on a parlé un petit peu aussi de concentration ou de diversité dans l'industrie. Il me semble qu'on se dirige de plus en plus vers des attentes de clients qui deviennent assez individualisées, en disant bah, le voyage réussi d'aujourd'hui, c'est souvent une combinaison d'expériences et d'offres qui viennent de plusieurs fournisseurs. Ça va être un hôtel merveilleux, et puis ça va peut-être être une activité, un tour, la rencontre avec un guide, une visite, une soirée dans un restaurant. Bon, ben, pour arriver à construire sur mesure une expérience qui soit très mémorable, très satisfaisante. Il me semble que là, une des clés que peut offrir la technologie, c'est de faire circuler les données, c'est d'organiser de nouvelles formes de coopération et de collaboration dans lesquelles on n'est plus chaque fournisseur dans une vue très silotée de sa relation avec son client, mais on est plutôt dans de l'échange qui permet des collaborations et qui permet in fine de construire une offre à laquelle on n'aurait pas forcément pensé au départ, mais qui répond bien à une attente et à un besoin. Donc, en tout cas, moi, si vous voulez, ce qui me rendra heureux, c'est d'amener la technologie plutôt dans cette direction, plutôt que pour mettre des robots partout. Tout à fait. Une des demandes d'un grand hôtel de luxe à Nice, c'est trouver un système qui va permettre à ses employés d'avoir le profil du client qui arrive
pour lui proposer un maximum de choses qui correspondent véritablement à ses attentes. Ça peut aller de la carte d'anniversaire, parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire, mais vraiment se dégager du temps pour être au service du client. Ça, c'est une donnée aujourd'hui qui est vraiment importante. Et c'est ce qui va différencier l'anonymat de l'impression d'être accueilli comme un VIP. C'est vraiment ça, aujourd'hui, la recherche qui revient le plus souvent au niveau des hôteliers. Ah oui, complètement d'accord. J'ai un bon collègue qui s'est occupé pendant des années du service client d'Amadeus et qui avait un motto, il disait l'intérêt de la digitalisation, c'est de mécaniser le répétitif pour réhumaniser l'exceptionnel. Et en disant, dans les situations un peu exceptionnelles, un petit peu difficiles, le truc qui n'est pas prévu dans les procédures, si là on peut arriver à mettre les agents en situation avec un peu de pouvoir de décision et en situation de proposer ou de faire des choses un peu inattendues parce que spontanément, on a envie de réagir avec un petit geste pour une date d'anniversaire, on a envie de compenser un désagrément avec un retard par un petit cadeau ou une petite faveur. À chaque fois, on peut remettre de l'humain et du personnel. L'impact en termes de satisfaction est exceptionnel parce que tout à coup, le client se sent vraiment bien traité. Oui, est-ce que je peux ajouter, je suis tout à fait d'accord, M. Labure. J'ai examiné un rapport d'Amadeus sur la Thaïlande. Amadeus va peut-être faire de la Thaïlande la grande Smart Destination. Et dans la Smart Destination, l'important, c'est de savoir qui sont les gens avec toutes leurs habitudes. Hein. On parlait de psychographique et de démographique. Et un des points, c'est ça, c'est connaître son client de manière à peut-être même faire en sorte qu'on puisse se rappeler les autres expériences qu'il a eues dans la même chaîne, etc. Et je crois qu'à partir de là, on peut vraiment le gâter, le bichonner, lui rendre des services, etc. Et c'était ça avant. Rappelez-vous le concierge. Quand on avait dans les grands hôtels, le concierge, il connaissait parfaitement ses clients les plus fidèles et il faisait exactement ce dont ils avaient besoin. Le problème, c'est que maintenant, on en est arrivé où ce tourisme-là, il va falloir le repenser. Et c'est pourquoi, moi, je crois que le tourisme tel qui se développe avec ces grandes chaînes, etc., même avec ces plateformes qui ne sont pas du tout des plateformes collaboratives, je l'ai écrit dans 2 ou 3 trucs, mais qui sont des entreprises qui ont su utiliser ces failles du marché. Je crois qu'il va falloir repenser à d'autres formes, repenser au paradigme, repenser à ce tourisme social, ce tourisme solidaire, ce tourisme responsable, de manière à pouvoir, si vous voulez, sortir de la crise. Et ça va être l'avenir. Hein, ça va être l'avenir, parce que regardez, avant même la Covid, hein, on dit, je crois, la Covid-19, avant la Covid-19, on avait déjà ces mouvements contre les croisières dans les villes comme, qui m'a parlé de, ah oui, tout à l'heure, on a eu Barcelone, on a parlé de Barcelone. C'est une catastrophe, Barcelone. Et Malaga l'a compris, parce que Malaga a fait autre chose. Moi, je connais bien Malaga, et c'est pour ça que j'ai donné, dans le jury, j'ai donné mon point de vue, j'ai dit Malaga, oui, elle a créé des musées le long du port, de manière à ce que les excursionnistes, parce que le grand problème de Barcelone, c'était les excursionnistes ne vont pas trop à l'intérieur de la ville et ne perturbent pas les résidents actuels. Donc, bon, ça, c'est un exemple. Si on ne revient pas à cela, on va avoir de grandes difficultés dans l'avenir et même des mouvements sociaux contre les touristes. Moi, je les vois très facilement. Je l'ai vu à Lisbonne. Je suis à 350 km de Lisbonne. Il nous arrive souvent d'aller là-bas. Je l'ai vu une fois. Il y a une anecdote. J'étais à San Sebastián. Quand je donnais mes cours, je ne prenais pas l'avion, mais je prenais le train. Et je m'arrêtais à San Sebastián parce qu'à San Sebastián, ça nous permettrait de prendre un autre train pour aller à Cordoue. Ça prenait 12 heures. Mais bon. Et à San Sebastián, un jour, j'ai eu un problème de billets. J'ai été voir le chef de comptoir à la Renfe, la SNCF locale, et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Vous jetez des pierres
aux touristes, il m'a dit, Seigneur, ce n'est pas des pierres qu'il faut leur jeter, ce sont des rochers. En effet. Voilà. Moi, j'ai Alors, quand même… bon, donc maintenant, non, le deuxième, juste une seconde. Rappelez-vous aussi cette affaire, ce mot suédois de la honte de voyager, hein, Flagsham. Rappelez-vous que c'est un mouvement qui est en train de prendre l'ampleur, énormément. Et là, déjà, même le ministre Bruno Le Maire a dit il faut qu'Air France ne fasse que ne desserve que des destinations à plus de 2h30, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je crois qu'il faut penser à ça. Et quand on voit les futurs du tourisme, il faut les intégrer. Alors moi, j'ai une question parce qu'on est quand même sur une journée M-Tourisme, donc sur les nouvelles technologies. Ça a été évoqué tout à l'heure, encore une fois, avec Régis Courvoisier qui parlait normalement des greeters, c'est-à-dire ces canois qui font partager la ville. Il y a le CRT, Michel, je crois, qui a aussi mené une action avec Le Bon Coin. Et oui, pas qu'avec tout à fait. voilà, Corinne. Est-ce que finalement, tous ces… alors, on ne peut pas les mettre dans la case des GAFA, mais tous ces réseaux sociaux, Instagram, tout ce qui est Twitter, est-ce que ce n'est pas aussi des canaux de différenciation? Est-ce qu'il ne faut pas les utiliser dans le sens, les mettre à sa forme pour justement aller séduire le touriste? Alors, aujourd'hui, on sait qu'il doit être le plus proche possible, mais demain, il y aura à nouveau… du national et de l'international, même si ce n'est pas du grand international. Michel, on ne t'entend pas. Le micro, Michel. Excusez-moi. Voilà, vous m'entendez mieux là? Oui. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Non, je vais être un peu iconoclaste et provocateur. Moi, je crois que les réseaux sociaux, bon, maintenant, c'est déjà un petit peu dépassé. Hein. Il y aura un moment donné où les réseaux sociaux, c'est comme tout, ça va passer de mode. Hein. Moi, personnellement, faire venir des influenceurs, on a eu récemment des influenceurs qui sont venus à Cannes. C'était une très bonne chose. Il faut absolument travailler cette cible parce que ça donne aussi une idée et bien sûr, ça provoque aussi un désir d'acheter une destination à des différents clients potentiels qui connaissent ou qui ne la connaissent pas, cette destination. Mais je crois que c'est un petit peu dépassé aujourd'hui, tout ça. Je pense que, je répète, tout ça sont des outils comme les centrales de réservation. On a parlé tout à l'heure de plateformes collaboratives. Airbnb, ce n'est pas nous. Hein. Nous, on n'est pas chez Airbnb, on ne fait pas le même métier, on ne paye pas les mêmes taxes, on ne paye pas les mêmes impôts, on ne paye pas les mêmes salaires, on ne paye pas tout. Donc ça, les plateformes collaboratives, ça aussi, c'est quelque chose en matière de sanitaire où nous, on nous ferme à 21h les restaurants, on nous oblige à dépenser des millions d'euros en termes de garantie sanitaire. Et de l'autre côté, il y a des immeubles d'habitation entiers, vous m'entendez, sur la Côte d'Azur, à Paris et ailleurs, hein, où on laisse encore rentrer des gens qui viennent polluer ces immeubles d'habitation. Ils ne se désinfectent pas les mains, ils ne portent pas de masque, ils crachent partout, ils montent dans les ascenseurs, ils démolissent tout. Alors, à un moment donné, il va falloir aussi légiférer. Je ne fais pas aujourd'hui le procès d'Airbnb, certainement pas, mais tout cela montre aussi qu'à un moment donné, que si on n'est pas capable de réguler, de contrôler et de savoir ce qu'on fait avec en tout cas les nouvelles technologies, les nouveaux interlocuteurs que le client potentiel a, on peut aussi courir à la catastrophe. La deuxième chose, je vais un petit peu déroger, mais parce que je voudrais vous quitter dans 10 minutes, parce que j'ai un autre entretien. Pour moi, si vous voulez, je pense que je vais être très simpliste. Je vais vous dire, moi, en tant que professionnel, qui est tous les jours sur le terrain, qu'est-ce qu'il attend des nouvelles technologies et principalement de tout ce qui est, je dirais, le digital. D'abord, c'est de me connecter en temps et en heure correctement. Il m'arrive encore de monter même si en ce moment, le haut pays, malheureusement, sur la Côte d'Azur, a subi de terribles dommages. J'y étais hier à titre personnel, croyez-moi, je suis redescendu, j'en ai pleuré, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est une chose, la réalité, elle est pire. Il faut qu'on puisse… Comment se fait-il qu'en 2020, à 50 km à la ronde, on n'est pas foutu de garder une ligne téléphonique en place. On a la fibre qui est partie avec la flotte, parce que là où elle était mise, elle ne devait pas être mise. On a des antennes qui ne fonctionnent pas. Donc, la nouvelle technologie, c'est bien, mais encore faut-il qu'elle soit fiable. Reliable, comme on dit en anglais. Et la deuxième chose, moi, j'attends qu'une seule chose. D'abord, c'est qu'elle me connecte en temps et en heure avec les gens avec qui j'ai envie d'être connecté, avec les logiciels qui vont bien et qui contribuent à faciliter, comme vous l'avez dit, tout à fait, qui contribuent à me faciliter la tâche et passer plus de temps avec le client. Une fois que je suis connecté, je veux échanger. Échanger
sur des projets, échanger sur des choses concrètes, échanger avec mes clients, échanger avec mes collaborateurs, échanger avec mes partenaires, échanger avec Amadeus, échanger avec Laurence Bottero, échanger avec tout le monde. Et ensuite, je veux, au-delà de cet échange, c'est élaborer quelque chose, vraiment. C'est de travailler en mode projet, c'est de construire quelque chose ensemble qui doit être au corps de toutes les actions. Et puis, ça doit inspirer quelque chose de nouveau au sein des entreprises, de nouvelles stratégies, de nouvelles manières de travailler, de s'adapter à ce que demande le client, à ce que demandent les collaborateurs. On a parlé de protéger nos clients pendant la Covid. Mais moi, je vais vous dire, ne prenez pas ça comme étant une insistance, je dirais, pour être, trop démagogique. Mais moi, d'abord, ça a été de protéger mes collaborateurs qui viennent travailler tous les matins. Ils sont tout aussi importants, excusez-moi, même si le client me paye, que mes collaborateurs ne soient pas en danger. Et puis ensuite, c'est quoi la dernière chose? C'est transformer, préparer les métiers de demain, avoir une vision prospective et surtout, on a eu en 2001 les tours aux États-Unis, la crise. On a eu en 2008 la crise financière. On a eu en 2015 les attentats. On a eu en 2016 les attentats de Nice. On a eu les inondations de 2015 et 2016 à Cannes, où il y a eu 22 morts. On a maintenant la Covid. Et chaque fois, messieurs et mesdames, la problématique, c'est qu'on est toujours, et Laurence le sait, on en a parlé ensemble, on est toujours en réaction, jamais en anticipation, jamais. On est en réaction. Qu'est-ce qu'on fait? On a la moitié de la terre qui nous est tombée sur la gueule dans le moyen pays, dans l'eau pays. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'a pas de plan de secours. On ne peut plus communiquer, il faut monter un hélicoptère, on ne peut pas apprévisionner les gens parce que ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on soit, avec ces nouvelles technologies, dans une logique de transformer notre société, transformer nos entreprises, transformer les organisations, transformer les territoires. Et c'est ça qui est fondamental pour moi, d'avoir cette capacité à ce que les nouvelles technologies soient des outils au service des hommes, des territoires, des organisations, des entreprises, des professionnels, y compris des institutions et des politiques qui sont toujours dépassés par les événements. Un coup, il faut le masque, un coup, il ne faut pas, un coup, on l'enlève, un coup, c'est 23 heures, un coup, on confine, un coup, on confine à 21 heures, un coup, on peut manger, un coup, on ne peut pas manger. Comment voulez-vous? Technologie ou pas, avec technologie ou ancienne technologie, comment voulez-vous que nous avancions? Avec le Covid, nous sommes en train de perdre pratiquement 3 années de croissance dans ce pays. À 1,5 par an, ça fait pratiquement 5% de croissance. Nous sommes, nous, les professionnels, excusez-moi, c'est un coup de gueule, Laurence, mais c'est nécessaire. Nous sommes aujourd'hui endettés jusqu'au coude, voire jusqu'en haut. Le PGE, on n'en veut plus. Les prêts, on n'en veut plus. Comment est-ce qu'on paye nos loyers? Comment est-ce qu'on paye nos charges qui courent, même si aujourd'hui on ferme et on nous oblige à fermer? Comment voulez-vous qu'on arrive à payer, au-delà de ces loyers, les emprunts qu'on a fait sur les travaux pour rénover, pour investir? Et Evangelis le sait, la mise en conformité incendie, la mise en conformité accessibilité. Je crois que tous ces outils-là, à un moment donné, il faut qu'ils viennent au cœur du problème. Il faut qu'ils nous aident, il faut qu'ils nous facilitent la vie. Il faut qu'ils nous préparent cette transformation. Et ça, excusez-moi, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une autre réunion derrière importante au niveau de mon hôtel, mais ça, c'est fondamental pour moi, Laurence. Et je voudrais qu'au travers de mon intervention, on prenne en compte la technologie, nouvelle technologie, oui, à condition que ça serve à tout ça. Connecter, échanger, élaborer, inspirer, transformer. Et ça se fait naturellement dans certains secteurs, ça se fait naturellement sur certains sujets. Mais à mon avis, on n'a pas été jusqu'au bout parce que, je répète, on est toujours en réaction et ces nouvelles technologies devraient nous permettre d'être beaucoup plus en anticipation. Un jour, quand j'ai commencé mon métier il y a 45 ans, le fondateur de la chaîne Oledin International m'a dit: Michel, it's all people and communication. And to manage is to forecast. Manager, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on prévoit aujourd'hui? On a toutes les technologies du monde. On peut même plus s'appeler au téléphone entre Saint-Martin-Vésubie et Cannes. À Vol d'Oiseau, il y a 35 km. Expliquez-moi. Voilà, je suis désolé, mais il fallait que je le dise parce que depuis tout à l'heure, j'écoute avec des choses très intéressantes. Mais je crois que si on ne remet pas au centre du débat cette véritable réalité que ces technologies doivent nous donner en termes de, comment dire, competitive edge, et ça, je sais que mon ami Evangelis le connaît, competitive edge, avantage concurrentiel sur les autres territoires et sur les autres pays. Tant qu'on n'aura pas ça, je crois qu'on risque de perdre beaucoup de parts de marché. Voilà. Plus personne ne veut rien dire?
Bon. Oui, alors là, oui, j'aimerais prendre la parole là-dessus. Michel, pardonnez-moi de vous appeler Michel, bravo. C'est exactement ce que je pense. Bon, vous représentez les hôteliers, il y a d'autres secteurs. Et Non, je suis à la Chambre de commerce, prévoir. je suis président en charge du tourisme sur la Côte d'Azur. Ah, d'accord, ok. Je parle à ma Citer les casquette. hôteliers. Pardonnez-moi. Aussi, Je vous enverrai mon questionnaire, là, que je vous ai montré certains résultats. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Avec grand plaisir. Il y a un problème de Robert, forecasting. je voudrais l'avis de Corinne, Vangelis et François. Allez-y, Robert, on vous écoute. Ah non, d'accord, rapidement, simplement. Forecasting. Moi, mon travail, quand j'ai quitté Grillon, ça a été de travailler pour le Plan Bleu. Et le Plan Bleu, un des aspects les plus intéressants du Plan Bleu, ça a été de faire de la prospective. Hein. On était avec des gens comme l'ancien patron du Monde, avec Michel Baptiste, avec Michel Grenon. On faisait de la prospective et on a fait des prévisions jusqu'à 2035. Et là, avec le travail que je fais, c'est de la prospective. Mais cette prospective, on ne peut pas définir. Regardez, la Covid a pris tout le monde de court. Actuellement, ce qui va nous prendre tous de court, et je crois que Michel, déjà, vous l'avez vu, c'est le changement climatique. Le changement climatique, on aura des tas de problèmes très rapidement. Vangelis aussi l'a dit. Et je ne veux pas plus insister, mais pensons au changement climatique et pensons le futur en fonction de ce changement climatique. Merci Robert. Oui, au revoir Michel, merci pour tout et merci pour les coups de gueule comme d'habitude. On ne vous entend pas. Le cœurier. Non, je disais, Vangelis, je t'appelle, il faudrait qu'on se parle. Au revoir Corinne, à bientôt, on se voit bientôt. Au revoir Robert, au revoir tout le monde. Au revoir Laurence. Corinne, François et on finit par Vangelis. Si... Ok, donc après ce coup de gueule de Michel, mais nous avons l'habitude, je dirais que effectivement, travailler sur la prévision, c'est assez compliqué. Vous imaginez bien que dans le secteur de la formation, ça l'est encore plus, puisque nous devons travailler sur les besoins de demain. Je me rends compte tous les jours, puisque je passe beaucoup de temps à interroger les professionnels du tourisme, de la difficulté qu'ils ont à identifier et à expliquer leurs besoins lorsque l'on parle de nouvelles technologies, par exemple. Et c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, arriver à traduire les besoins des professionnels en compétences attendues pour derrière décliner de la formation. C'est vraiment une problématique aujourd'hui. Alors, j'entends bien qu'il est important pour nous d'avoir des outils et de former nos jeunes à tous les outils qui existent, de travailler, d'où ma présence aujourd'hui, et je suis les journées M-Tourisme depuis très longtemps, puisque cela me permet d'être au courant des nouveaux produits qui sont développés, de donner des coups de pouce à des startups quand le produit qu'ils développent me paraît important et qui pourrait être transféré en termes de formation. Donc, tout ce volet numérique, certes, j'entends ce que Michel dit avec les problèmes de communication et de zones blanches que l'on peut encore avoir dans le moyen et le pays. Pour autant, on ne doit pas arrêter de voir sur ce que nous allons mettre en place demain, de croire que ces zones blanches vont être très, très rapidement éliminées et de travailler sur la digitalisation de tous nos contenus. Ça, c'est vraiment le point sur lequel nous, au Campus d'Excellence, on souhaite travailler. Travailler aussi sur alors, je dirais, amener des enseignants-chercheurs à travailler avec des classes de BTS et des classes de bac technologique. Pourquoi? Parce que je pense que les enseignants-chercheurs font énormément de choses, mais la diffusion de ces résultats de recherche se fait très peu au niveau de l'enseignement secondaire. Et pourtant, c'est par là qu'on arrivera à essaimer le maximum de choses et à débloquer et à mettre en place des formations qui sont de plus en plus pertinentes. La recherche produit beaucoup de choses, mais c'est très peu utilisé et c'est dommage. Je pense qu'on a un enseignant-chercheur avec nous et qui ne sera pas d'avis contraire à ce que je raconte aujourd'hui. Donc, c'est un gros travail que nous menons avec les différents laboratoires qui travaillent sur le tourisme pour amener justement cette recherche
fondamentale à de la recherche un peu plus pratico-pratique avec nos jeunes et pour aussi déclencher des envies et des vocations de la part des jeunes en formation en leur montrant que dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, on peut très bien aller jusqu'à de la recherche et c'est vraiment comme ça qu'on préparera les métiers de demain. Pourrais-je répondre à Corinne, Laurence? Oui? Alors, merci Corinne. C'est exactement ce que je pense. Je vais vous raconter 3 petites anecdotes très courtes. L'an dernier, oui, il y a plus d'un an maintenant, on a eu la première réunion en France, et même en Europe, à La Rochelle, sur satellite et tourisme. Et ça a été très difficile parce que, bon, il y avait le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui était là, qui a organisé ça, avec un très petit budget, parce que, bon, mais ils nous ont dit, tout est en train de changer avec Galileo. Or, vous savez que le système Galileo va être applicable à partir de 2021, normalement, dans toute la France, et il y aura beaucoup de travaux qui vont pouvoir il y a beaucoup de connexions qui vont pouvoir se faire avec tout le monde rural, etc. Bon. Et il y avait très peu de professeurs qui ont saisi l'occasion de montrer que les satellites allaient aussi changer l'enseignement. Parce qu'on pourra utiliser le télétravail, mais le téléenseignement, même dans des endroits très perdus du bout de la France, voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxième exemple, l'an dernier, et c'est là que j'ai rencontré de nouveau Jean-Bernard, à Alger. On s'est retrouvés dans le même hôtel et moi, j'enseignais le tourisme dans une école et Jean-Bernard enseignait ces nouvelles technologies. Jean-Bernard, tu me diras exactement si je ne me suis pas trompé, dans une autre école. Et dans l'école où j'étais, je leur ai dit, il faut que vous fassiez un travail sur ces nouvelles technologies, sur cette digitalisation du tourisme. Et au dernier moment, alors que j'ai eu 100% d'évaluation des étudiants, ils étaient très contents, mais sur ce cours-là, ils n'ont pas voulu le faire. Bon, troisième exemple, c'est ici. Et là, même, je l'ai publié, puisqu'on a sorti un bouquin là-dessus. C'est sur la réticence des administrations locales de développer ce genre d'action et de favoriser les enseignements. À Cordoue, par exemple, il n'y a pas d'enseignement sur le smart tourisme. La ville a refusé, et j'ai sorti un bouquin là-dessus, là, tenez, c'est celui-là, si je ne me trompe pas, Tourism in the City, voilà, Tourism in the City. On a sorti un bouquin chez Springer l'an dernier avec les Italiens. On a fait ça après à l'Aquila, Tourism in the City. Voilà. On n'a pas réussi à convaincre les gens qu'il fallait mettre en place des formations de ce genre. Pour moi, l'essentiel, c'est la formation. Bon, je ne dirai pas plus parce que j'aimerais entendre là-dessus nos 2 autres amis des professionnels. François? Oui, peut-être deux petites choses. C'était intéressant d'entendre dans le coup de gueule de Michel le rappel des catastrophes auxquelles nos professionnels ont dû faire face et ont dû s'adapter. Bon, il nous disait, on n'anticipe rien avec les technologies, c'est quand même malheureux. Si on peut peut-être remettre un poil de perspective et un poil d'optimisme là-dedans. Les catastrophes, elles sont là et on sait qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus incertain. Donc malheureusement, il y en aura d'autres qui viendront, même si c'est un peu dur de le dire alors qu'on est encore en plein dans la Covid. Quand même, si on regarde un peu derrière nous, les billets d'avion, maintenant, on les imprime à la maison sur une imprimante ou encore mieux, on les a sur son téléphone. La communication avec les clients, c'est plus exclusivement par le téléphone, ça passe par WhatsApp, par SMS. Quand l'avion est en retard ou qu'il est décalé, on est prévenu de manière automatique, par SMS. Des petites choses qui maintenant, vont,
qu'on considère comme acquises et qui vont de soi, ça a été les efforts du passé, des années passées pour digitaliser certains des processus du voyage. On en a encore plein d'autres à faire, mais il me semble que chacun de ces petits efforts de digitalisation, c'est autant d'outils ou de briques qui nous rendent un petit peu moins fragiles, ou qui nous mettent un petit peu plus d'outils entre les doigts, quand l'imprévu arrive et qu'il faut réagir à une catastrophe. Et quand Corinne exprimait la difficulté à bien concevoir les programmes de formation pour les générations à venir d'étudiants, écoutez, moi, le vœu que je forme, c'est que si on fait bien notre boulot de digitalisation des outils, je pense qu'ils auront plus de possibilités entre leurs mains pour pouvoir faire preuve d'initiative, pour pouvoir être créatifs, pour pouvoir réagir en situation imprévue et qu'in fine, on arrive à bricoler des réponses, des offres ad hoc, des nouveaux contacts qui nous rendent un petit peu plus résilients, un peu plus adaptatifs. Et je crois qu'avec tout ça, on peut formuler le vœu d'un tourisme qui soit avec à la fois plus de technologie et plus d'humains, et qui, in fine, nous permettent d'être moins fragiles et de nous adapter aux aléas. Et tant pis pour le forecast et la prévision. De toute façon, ça marche que quand la mer est calme, quand il y a des vagues. De toute façon, les prévisionnistes, ils se trompent. Merci François. Vangelis, pour le mot de fin, s'il vous plaît. Oui, ça fait plusieurs années qu'on parle de la révolution digitale et que je dis la révolution qu'on vit, c'est une révolution sociétale qui est accélérée par le digital. Je rends grâce tous les jours à Laurent Fabius qui a porté le tourisme avec brio et qui l'a remis un petit peu au centre des enjeux économiques. Il fallait un ministre qui avait cette surface pour le faire. C'est un peu le parent pauvre de l'économie en France. Mais un jour, il a dit il faut apprendre aux gens à sourire. Alors moi, je ne sais pas comment on apprend aux gens à sourire. Je sais que quand on est sincèrement content, on sourit tout seul, on n'a pas besoin de nous l'apprendre. Donc aujourd'hui, quand on veut ramener cette logique-là, je pense qu'il faut aussi revoir tout le contexte sociétal dans lequel on vit. On a un enjeu majeur dans les prochains mois qui viennent, puisqu'on a un secteur qui est fondamentalement sinistré. Ça va être compliqué jusqu'à l'été prochain, et encore c'est optimiste comme prévision. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? On avait quand même une industrie qui était un formidable aspirateur d'escalier social, qui permettait d'avoir des jeunes en formation, des jeunes en apprentissage, de transmettre de l'humain à l'humain des passions, des savoir-faire. Là, ces jeunes-là, on va les abandonner, clairement, pendant cette période-là. Et après, on va dire on n'a pas des bonnes formations, on n'a pas des jeunes motivés, on n'a pas de talent dans notre secteur, on n'a pas des jeunes qui savent utiliser le digital, etc. Donc déjà, je pense que là, une responsabilité lourde et une prise de conscience majeure que les professionnels doivent avoir, c'est qu'on ne doit pas abandonner le dialogue avec les jeunes. On doit entretenir cette flamme, parce qu'on pleurait il y a encore quelques mois de n'avoir pas de bonnes personnes dans nos établissements. Puis quand ça va être la reprise, parce qu'il y aura une reprise et parce qu'elle sera forte, je ne rentre pas dans le détail, ce serait trop long, mais je vous assure que ça va être le cas. Là, de nouveau, on va revenir, ils sont où les jeunes, comment ça se passe, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment un vrai enjeu sociétal profond. Et je terminerai sur un constat qui est un peu plus technique. Quand vous regardez sur les 20 dernières années, tous secteurs confondus, quels ont été les gains de productivité. Et l'un des secteurs qui a fait le plus faible gain de productivité, c'est notre secteur touristique. Je parle de l'opérationnel. Votre forfait de téléphone, il a fait que baisser depuis 20 ans. Pas parce que les gens perdent de l'argent, parce qu'on a fait des gains de productivité. L'ameublement, l'automobile, l'aérien, tout ça, vous avez une commoditisation du service parce qu'il y a des gains majeurs de productivité qui sont faits par le digital dans beaucoup de cas de figure. Et demain, par l'intelligence artificielle. Nous, dans notre secteur, le check-in, le check-out, il a eu 0 gain de productivité en 20 ans. Sauf que le coût incrémental de faire un check-in et un check-out par un être humain qui est payé au SMIC, ce qui déjà même est injuste à la base, mais ça ne vaut pas. L'action même de faire un check-in et un check-out par l'entremise d'un être humain n'est plus monétisable dans le monde dans lequel on vit. Donc, on a besoin
rapidement, effectivement, d'absorber le digital, qui nous transmettent les gains de productivité nécessaires. Et aujourd'hui, on a un vrai problème, on a un vrai frein, on a des nœuds partout, parce qu'on n'a jamais eu une approche globale de la digitalisation de cette industrie. On n'a eu qu'un empilement de couches successives avec des systèmes qui sont nés à l'époque où on faisait des langages en dur sur des postes dans les, je parle notamment des PMS, dans les établissements. Puis ensuite, on est passé aux technologies web et digitales. Et bref, ça a été quand même assez chaotique dessus. Donc, ceux qui sont au-dessus, qui ont une vision plus transverse, plus cloud, et c'est ceux de la distribution notamment, ils ont su aborder ces révolutions. Et notamment, je suis sûr que François a suivi un peu le secteur, ça n'a pas été simple. C'était des investissements massifs, lourds. Transférer ces technologies d'un système au cloud, c'est lourd, ça prend plusieurs années, beaucoup de millions. Nous, sur le terrain, sur l'opérationnel, on a été complètement absent de ces sujets-là. On n'a pas fait les gains de productivité nécessaires qui permettent une rémunération qui suscite les passions dans le secteur. Et donc, on est bloqué, on est complètement atrophié par rapport à ces sujets-là. Donc, il va falloir demain qu'on redéfinisse un vrai deal et qu'on arrive à mener pour de vrai les transformations si on a envie que demain, notamment en France et en Europe, on incarne encore une forme de leadership sur ce secteur qu'est le tourisme, et pour lequel il n'y a aucune ambition, ni au niveau européen, ni au niveau gouvernemental, parce qu'il n'y a pas de plan de relance. Je vous rappelle que le plan de relance, au 1er septembre, c'était 0. Okay, on a été extrêmement bon dans la résistance. On a eu le chômage partiel, on a eu tout un tas d'éléments qui sont formidables, et la France a été un parent gâté pour ça, et on doit se féliciter chaque jour qu'on se lève d'être en France parce qu'on a bénéficié de mesures exceptionnelles et c'est formidable. Mais je pense qu'on peut porter une ambition au moment où les cartes se rebattent, au moment où les nouveaux enjeux et les visions doivent se définir pour les décennies à venir. On doit avoir une vision stratégique, on doit savoir où on va. D'abord, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas, c'est une première chose. Et ensuite, on agit mal sur ce qu'on définit mal. Le tourisme, c'est un fourre-tout qui va du crépier en Bretagne, aux multinationales cotées du CAC 40, à la SNCF, à Air France, à le petit hôtelier de 20 chambres, au gros hôtelier de 600 chambres. C'est comment voulez-vous qu'on agisse efficacement, qu'on porte une vraie voix, un vrai leadership dans ce secteur et qu'on l'emmène là où on veut l'emmener si on revendique une quelconque excellence dans ce sujet-là, dans un fourre-tout pareil. En plus, tout le monde exprime ses points de vue et il n'y a pas beaucoup de concordance. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voudrais juste, moi, revenir sur un point. Il faut savoir que la situation aujourd'hui, il y a un an, il manquait 10 000 personnes pour répondre aux emplois en région sud. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation totalement inverse, où les saisonniers n'ont pas trouvé d'emploi, où beaucoup de gens sont restés sur le carreau, en parlant vulgairement. Mais on a également un autre problème, c'est la sortie des jeunes qui sont sortis diplômés au mois de juin, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration. À ces jeunes-là, il faut qu'on soit très réactif et qu'on soit en mesure de proposer une poursuite de parcours pour que ce temps contraint soit mis à profit d'une montée en compétences pour ces jeunes, pour leur trouver une solution. On va également avoir la même difficulté, je pense, pour les sortants de 2021, puisque dans les différents rapports que j'ai pu lire, on attend une reprise, mais pas avant 2022 pour le tourisme. Et donc, nous, actuellement, nous travaillons véritablement à proposer des poursuites de parcours à ces jeunes, à proposer des solutions pour que justement ils puissent continuer au moins à se former pour ne pas les perdre, parce qu'on est déjà un secteur qui perd énormément des jeunes formés dans nos domaines, surtout pour les jeunes qui sortent des lycées hôteliers. On a d'autres secteurs professionnels tels que les banques, le commerce, qui viennent chercher nos jeunes BTS pour une seule et unique raison, c'est qu'ils ont un savoir-être hors du commun, souvent dû à leurs années de lycée hôtelier, et que les chasseurs de tête préfèrent avoir quelques mois pour les mettre à niveau au niveau commercial, mais ils ont beaucoup plus de difficultés à prendre des jeunes qui ont suivi un cursus spécifique banque ou commerce et leur apporter ce savoir-être nécessaire à la relation client.
Donc ça, c'est un point aussi important sur lequel nous, Campus, nous essayons aussi de travailler. C'est proposer des poursuites de parcours, montrer que c'est encore un domaine, le tourisme, où on peut rapidement gravir les échelons et se retrouver dans des postes très intéressants. C'est aussi changer la mentalité des parents qui souvent hésitent lorsqu'un jeune veut aller dans une formation au tourisme. Donc, tout ce travail-là me paraît être vraiment la chose sur laquelle nous mettons l'accent. Proposer des poursuites de parcours, valoriser les métiers du tourisme et améliorer les formations par l'intermédiaire de la digitalisation et offrir la possibilité. Tout à l'heure, Michel parlait de la difficulté des gens qui sont dans le moyen et le haut pays. Si nous digitalisons nos supports de formation, nous permettrons à beaucoup plus de personnes de continuer à se former, de monter en compétences et de devenir performants. On parlait tout à l'heure de l'hôtellerie, il y a des petits hôtels qui ont des petites équipes, ils n'ont pas toujours la possibilité d'envoyer des gens, leur personnel en formation sur du long terme. Mais si on est capable de leur proposer des formations courtes par l'intermédiaire du digital, on va avoir une montée en compétences et la capacité pour ces personnes d'utiliser les nouvelles technologies pour être plus performants et avoir plus de temps pour la relation client et se retrouver moins éloigné que ce que c'est le cas aujourd'hui, en tout cas, de ce qui se passe. Moi, je prends souvent l'exemple de notre territoire, une bande littorale où tout est high-tech, je dirais, et puis dès le moment où on sort à 30 km de la bande littorale, on a l'impression qu'on change de pays, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on doit prendre en compte, nous, Campus, l'idée, c'est de rayonner sur la totalité de la région, voire au niveau national et international. Bien, merci. On peut dire un mot pour terminer? Et après, basta cosy. Sinon, Très bien. Faire comme Michel. D'abord, vous remercier. Dire à Corinne qu'il va falloir penser l'avenir. Et pour penser l'avenir, il va falloir former nos étudiants à la gestion des crises et à la gestion des risques. Et ça, c'est ce qui manque dans tous nos cours. Et puis, rappelez-vous, pour moi, l'avenir, c'est l'économie circulaire et c'est le changement climatique. Et il va falloir, on peut mettre la digitalisation pour travailler sur ces deux secteurs. Voilà. Merci en tout cas. Merci Jean-Bernard. Merci Laurence. Et merci à vous tous. Merci Robert. Alors, merci évidemment François, Corinne, Vangelis. Jean-Bernard, je te laisse le mot de la fin. Alors, il y a peut-être des questions. J'en vois pas apparaître pour l'instant, mais s'il y a des questions. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. On a été trop... Une telle animation entre les participants qui se posaient des questions eux-mêmes les uns aux autres, qui se répondaient, qui avaient une vision forte. Bon, donc non, pas de questions particulières. Merci à toi, Laurence. Merci à vous tous d'avoir participé. Que ce soit la première table ronde ou la deuxième, c'était passionnant. On ne savait pas trop comment organiser cette 10e journée avec l'environnement là, mais finalement, c'était super. Donc, Romain et moi, on vous remercie très fortement et vous nous avez donné la force de continuer. Et on continuera à faire du numérique, j'ai bien du numérique pour le tourisme. Donc, l'écosystème du numérique pour le tourisme, parce qu'on est persuadé que c'est une bonne chose. Je reprends un peu ce qui a été dit par l'un d'entre vous et je rappellerai que souvent, pour certains professionnels, je ne dirai pas lesquels, parce que je ne veux pas mettre de gens en exergue, mais le numérique a été trop considéré comme un source de coût et non pas comme un source de profit. Et en général, tout ce qui a été numérisé a permis de faire gagner de l'argent à moyen et long terme. Mais certaines professions ne veulent pas dépenser tout de suite. Et malheureusement pour eux, ils se retrouvent ensuite acculés à. Voilà, c'est un petit peu un problème. Donc voilà, merci. On espère tous que le tourisme redémarre le plus vite possible. On sait qu'il y a des impondérables. Et donc, comme disait François, il y a des vagues et on ne sait pas l'auteur des vagues. On ne peut pas les prévoir. Ce qu'on peut prévoir, comme dit Corinne, c'est la capacité de nos jeunes à les former, à se préparer à. Moi-même, je suis enseignant et j'ai dit à mes étudiants en master, donc c'est plus facile, hein, vous avez de la chance, vous avez la crise maintenant quand vous êtes jeune, donc ça vous apprend dès à présent, vous adapter au monde de demain. Parce que des crises, vous allez en avoir tout le temps.
il va falloir qu'on le rappelle à ça. Donc, merci à tous. Rendez-vous, donc, comme on a le courage maintenant, vous avez le courage de recommencer. Eh bien, on va continuer nos commissions bimensuelles et on a déjà une idée pour la 11e journée du Home Tourisme. Bonsoir à tous et merci beaucoup. Et merci à Marie pour toute la préparation, à Sandra pour la préparation et pour avoir géré l'ensemble de notre Zoom et autres, et à Romain d'avoir posé les questions derrière. Chez Télécom Vallée, on aime bien le travail d'équipe. Merci. À bientôt. Merci. Merci Laurence. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.